Bonjour Michel. Bonjour Simon. Le stress hydrique, toi, ça te dit quoi? Écoute, là, j'ai peut-être plus un stress physique. Là. OK. Fait qu'on va passer. Fait que si ça te dérange pas, on va présenter par rapport au coût de production en production fourragère. Ça, puis je vais vous faire une petite présentation sur les données qu'on a. Est-ce qu'on voit notre présentation? Parfait. Donc, on va parler de coût de production des fourrages. Voilà. Donc, le plan de la présentation, moi, je vais vous dresser un portrait des coûts de production des fourrages. On va regarder l'évolution des rendements puis des coûts pour le foin puis pour l'ensilage de maïs. On va parler de certaines différences régionales. On va regarder aussi le prix des intrants, comment ça a joué là-dedans. On va regarder, en fait, sur les dernières 20 années. Et puis, après ça, on va vous offrir certains constats, certaines réflexions avant de passer à des pistes de solutions, puis de parler de façon un petit peu plus pratico-pratique. Qu'est-ce qui peut être fait, justement, au niveau des coûts de production? Comment s'améliorer de ce côté-là. Sur ça. Fait que les données que je vais vous présenter, on a parti des données via Agritel, donc toutes les données qui sont recueillies par les conseillers de gestion. On a eu des données à partir de l'année 2000 jusqu'à 2020 pour foin et ensilage de maïs. Au niveau du foin, en moyenne, on a à peu près 450 observations par année. Donc, ça, c'est sur les 20 ans. Ça nous donne quand même un bon échantillon. L'ensilage de maïs, on a un petit peu moins de fermes dans l'échantillon qui produisent de l'ensilage de maïs. On parle de 295 observations par année en moyenne. Puis, on va parler des rendements, donc des tonnes de matière sèche à l'hectare. Et les dépenses, je les ai regroupées. Comme vous le voyez, là, on va parler de machinerie, d'équipement, donc les amortissements, l'entretien et une partie des intérêts qui vont là. On va parler de main-d'œuvre aussi, donc salaire et retrait. Les approvisionnements, qu'est-ce qu'on veut dire par là? On va parler de semences, fertilisants, pesticides. Opérations culturales, on parle des carburants et des travaux à forfait. Et après ça, on a les coûts fixes. Donc, les coûts reliés au fond de terre, au bâtiment, le reste des intérêts et les frais généraux. Donc, c'est comme ça qu'on a ventilé nos dépenses et qu'on va faire une petite analyse pour voir quelle est la situation. Donc, au niveau de la production de foin, ça, c'est les rendements. La ligne bleue que vous voyez dans le milieu, là, ça, c'est la moyenne sur les 20 dernières années. Les chiffres, si vous êtes capable de les lire peut-être un petit peu mieux que moi ici, là, en orange, ça c'est la moyenne annuelle pour chacune des années. Et puis, oui, merci beaucoup, monsieur. Et puis, ce que vous voyez, là, la zone que vous voyez, c'est votre groupe de 50 % dans le milieu. Donc, c'est comment le niveau de variabilité qu'il y a. Ce qu'on voit, si on part au début des années 2000, on est à peu près à 5,5 tonnes de matière sèche à l'hectare. Ça, c'est pour le Québec. Et puis, ça monte un peu, ça redescend après 2010, ça remonte vers 2015. Et on sait, là, ça a redescendu dans les dernières années. Donc, je pense que vous connaissez la situation aussi bien, peut-être même mieux que moi, vu que j'étais à l'étranger pour une partie de cette période-là. Mais fait qu'on est revenu dans du 5,5, 5,4, 5,3. Okay? Donc, pas vraiment d'amélioration. Il y a eu de la variabilité, mais il n'y a pas vraiment de tendance haussière au niveau du rendement des foins. Si on regarde au niveau de l'évolution des coûts, là, la tendance haussière, elle est là. On est parti au début des années 2000, à peu près à 200 $ la tonne. Vous voyez, là, c'est ventilé les catégories que je vous ai dit. Et ce que vous pouvez lire en noir, là, c'est les montants totaux, les moyennes par année pour chacune de ces catégories de dépenses-là. Et on se retrouve dans les dernières années, 2020, c'est la dernière année de données, là, à 320 $, 325 $ par tonne de matière sèche pour les dernières années. Donc, on voit clairement qu'il y a une augmentation. Sur cette diapo-là, ce que j'ai mis, c'est la distribution, donc le pourcentage qui va à chaque catégorie de dépenses pour voir si notre structure de coût a vraiment évolué. Et
là, ce qu'on voit, c'est que la barre en bleu foncé, en haut, là, on se tient autour de 30 tout le long. Donc ça, c'est machinerie et équipement. On se tient à 30 ça n'a pas vraiment changé sur les 20 dernières années. Ce qui a changé, par contre, c'est la catégorie juste en dessous, main-d'œuvre. On est parti, si vous regardez au début des années 2000, c'est du 19-18 Donc, on dépend 19-18 de nos dépenses qui allaient à la main-d'œuvre. Et on se retrouve dans les dernières années avec du 15 à 14 Donc, il y a une réduction. Donc, on pourrait dire que par tonne de matière sèche, on dépense relativement moins sur la main-d'œuvre, mais on dépense plus, on a transféré ça sur d'autres intrants, en bonne partie les approvisionnements en opérations culturelles. Donc, c'est normal. On voit ça dans pas mal toutes les entreprises agricoles. On transfère moins de main-d'œuvre, plus d'intrants puis de machinerie. Bien, dans ce cas-ci, la machinerie est restée stable. Donc, ce qu'on constate, les rendements ont stagné. Coût de production, une augmentation sur 20 ans, 73 Ça donne du 2,8 par année en moyenne. Changement dans la structure des coûts, comme j'ai dit, main-d'œuvre, on était à 19 on est rendu à 14 donc on fait plus de tonnes de matière sèche avec la même main-d'œuvre. Augmentation de l'efficacité du travail, mais les autres dépenses ont augmenté. C'est le constat au niveau du foin. Puis, Michel, je pense que ça rejoint à peu près ce que tu vois aussi sur le terrain. Oui, absolument. Oui. Okay. Si on regarde au niveau de l'ensilage de maïs, là, c'est un peu différent. Encore là, ça, c'est un graphique qui vous montre les rendements. On part de 2000, mauvaise année, on était à 9,3 tonnes de matière sèche à l'hectare. Mais en moyenne, si on regarde le début des années 2000, là, on est dans du 11 tonnes de matière sèche, à peu près en moyenne. Et 2010, il y a beaucoup de variabilité. Là. 2009, ça n'a pas été une bonne année. 2010, ça a été bon. Mais en moyenne, on est à peu près à la même place. C'est suite à 2010 qu'il y a eu beaucoup d'améliorations, puis jusqu'à 2016-2017, puis après ça, on a stagné. Mais on est quand même rendu dans les dernières années à du 12,5 et plus dans nos moyennes provinciales. Fait qu'il y a eu une augmentation de, je dirais, au moins 1 tonne de matière sèche à l'hectare sur ces 20 années-là. Encore une fois, je pense, Michel, c'est pas mal ça que tu vois sur le terrain. On va voir, j'ai des données régionales un peu plus tard, là, fait qu'on va voir au niveau des régions que ça se reflète quand même bien à ce niveau-là. Au niveau des coûts par tonne de matière sèche, coût de production, on voit que ça a quand même augmenté, mais on va le voir, ça a augmenté beaucoup moins qu'au niveau de la production du foin. 2009 étant l'exception ici. Fait que à ce niveau-là, on voit qu'il y a une augmentation. Encore là, je l'ai ventilé selon les catégories de coûts que je vous ai présentées un peu plus tôt. Ici encore, là, en bleu au-dessus, ce que vous voyez, on est à peu près à du 28-29 pour les dépenses de machinerie et équipement. Donc, amortissement, intérêt, entretien. On se maintient à ce niveau-là. Ça n'a pas vraiment changé sur 20 ans. Encore là, la catégorie qui est juste en dessous, main-d'œuvre. On prend moins de main-d'œuvre pour le maïs en silage qu'on en prend pour le foin. On est parti à du 11-12 puis on est arrivé en 2018, 19, 20 à du 9 Fait qu'encore là, une amélioration au niveau de l'efficacité du travail qu'on a transféré, on utilise plus les autres intrants. Au final, ce qu'on peut constater, bien oui, nos rendements augmentent. Nos coûts par tonne ont augmenté de 42 Tantôt, on parlait de 73 sur le foin. Là, on parle de 42 Ce n'est pas du 2 pour 1, là, mais presque. Donc, 1,8 par année en moyenne. Puis, on voit à peu près le même changement au niveau de la structure des coûts. Amélioration de l'efficacité du travail qui se transfère en coûts de carburant, de semences et autres. Vous le savez, il y a des différences régionales. Si on regarde au niveau des rendements, là, je vous ai mis 4 régions pour lesquelles on a assez de données pour avoir quelque chose de significatif. Là, puisque vous voyez, c'est les courbes de tendance au fil du temps. En haut, Montérégie, pour le foin, on se tient pas loin de 8 tonnes
à l'hectare. Puis, vous voyez là, peut-être la région qui a été la plus affectée par les conditions climatiques au bas, c'est le Bas-Saint-Laurent. À partir de 2010, les rendements ont glissé. Et puis, la baisse de rendement dans les dernières années se voit aussi en Montérégie puis centre du Québec. Chaudière-Appalaches, par exemple, ça va être resté un peu plus stable. Donc, peut-être plus de diversité ou bien vous êtes juste meilleur? Je pense qu'il y a eu plus de précipitations. Okay. Là, on n'a pas la statistique, là, mais je pense qu'au niveau plus régional, on a eu plus de pluie. Ça se reflète vraiment avec ce Vous avez tout arrêté à la pluie qui était supposé se rendre dans le Bas-Saint-Laurent. On la garde. Exactement. C'est bon. Mais, ça, bon, c'est des différences qu'on connaît assez bien. Par contre, quand je regarde la différence au niveau du coût par tonne de matière sèche, la différence n'est pas si grande que ça. OK? En gros, si je résume ça, c'est que d'être dans une région, bien, là, je parle de ces 4 régions-là, il y a une différence quand on s'en va au niveau de l'Abitibi puis du Lac-Saint-Jean ou des régions plus éloignées. Okay? Mais pour ces 4 régions-là, la région, ce n'est pas vraiment une excuse, si je peux m'exprimer ainsi. Là. Si on est efficace, on peut être efficace puis avoir des coûts, être compétitif, qu'on soit dans le Bas-Saint-Laurent, centre du Québec ou en Montérégie. C'est un peu la leçon. Il y a plus de variabilité à l'intérieur de la région qu'il y en a entre les régions. Puis, Simon, il y a une notion de prix des terres aussi, selon les régions. Pas tout à fait le même prix. Non, pas tout à fait. C'est ce qu'on m'a dit, oui. Excusez-moi, j'ai reculé un peu une de trop. Exactement. Ce qui explique ça en bonne partie, c'est le prix des terres. Fait que la même chose pour le rendement du maïs. Là, on voit encore là, ce que je vous ai montré tantôt. Là, les rendements, bon, ça varie par région. Si j'ai juste 3 régions, parce que, bien évidemment, il y a un peu moins de maïs en silage qui se fait dans le Bas-Saint-Laurent. Mais ça a augmenté à partir de 2010. C'est vraiment là qu'on a vu l'augmentation. Puis ça a plafonné dans les dernières années. L'histoire est semblable. Et l'histoire est semblable au niveau des coûts par région. Que vous soyez en Chaudière-Appalaches ou en Montérégie, il y a plus de différence entre les gens qui sont très efficaces puis moins efficaces dans une même région qu'il y en a entre les régions. Encore là, ça met l'emphase plus sur la bonne gestion que où ce que vous êtes exactement dans la province. Donc, en gros, c'est ça, les rendements sont différents, les coûts pas mal moins différents à cause du loyer des terres. On peut se poser les questions, est-ce qu'il y a des régions qui sont plus affectées par les changements climatiques? C'est sûr que ça reste c'est une question ouverte pour moi. Ce n'est pas moi le spécialiste des changements climatiques, mais ça pourrait être une des raisons. Je voulais vous parler du prix des intrants. Fait que j'ai été chercher chez StatsCan quelques indices qui vont affecter. Fait qu'on parle en haut, les courbes en haut, la courbe bleue et verte, on parle de l'amortissement de machinerie des carburants. Tous ces indices-là partent à 100 en 2002. Donc, tout le monde part à la même place au début de la période. On voit que amortissement carburant, ça a beaucoup augmenté dans la première période jusqu'en 2010. Puis après ça, ça a été plus stable. À tout le moins jusqu'à l'année passée, ça a été plus stable, jusqu'à 2020-2021. Pour ces catégories-là. Au niveau des courbes que vous voyez en bas, on parle des semences et des... excusez-moi. En haut, c'était fertilisant et carburant. Et en bas, on parle de semences et de l'amortissement de la machinerie, donc du coût de la machinerie. Et c'est cette ligne-là, le coût de la machinerie, qui est resté presque flat, planche jusqu'en 2010. Ça monte après beaucoup dans les dernières années. Puis, dans mes discussions avec Michel, c'est ce qui me rapportait aussi. Hein, c'est ce que tu as vu, le coût de la machinerie qui a beaucoup augmenté. Les achats dans les dernières années ont vraiment explosé. Là. Exactement. Pratiquement doublé même sur 10 ans au moins. Là. Exactement. Fait que j'ai pris ces indices-là pour remettre mes coûts de production du début des années 2000 avec les prix 2020. Okay? Juste pour vous donner une idée de l'efficacité qu'on a gagnée ou qu'on n'a pas gagnée. Okay? Fait que ce que vous voyez là, dans le fond, c'est les mêmes graphiques semblables à tantôt. Là où je veux attirer votre attention, c'est la ligne du dessus. Là, si on passe sur le dessus, c'est une ligne presque planche. Okay? Si j'applique les prix 2020
à mes mélanges d'intrants du début des années 2000, j'arrive aussi à peu près 320$ par tonne de matière sèche. Ce qui me dit, moi, qu'il n'y a pas de gain d'efficacité. On n'a pas gagné en efficacité sur cette période-là quand on parle de production de foin. Okay? Le mix, le mélange d'intrants qu'on a utilisé a peut-être changé un petit peu, mais au final, on n'est pas plus efficace qu'on l'était. Puis quand on applique ça à l'ensilage de maïs, bien là c'est pas tout à fait pareil. Oui, 2009 est différent, là, mais si on oublie 2009, on part, si on avait appliqué les prix 2020 au début des années 2000, là, on serait presque à 300$ par tonne de matière sèche, là, du 2,80, 2,75, pour en arriver aujourd'hui à un coût qui est à peu près à 225 par tonne de matière sèche. Okay? Ça voudrait dire là, qu'en dollars réels, là, on a gagné peut-être 50$ par tonne de matière sèche. Puis ça, ben, c'est l'amélioration en partant autant de la recherche que du transfert de connaissances, puis l'application qui est faite dans le champ par les producteurs, okay, qui a été gagnée là. Fait que, au niveau, ben, c'est ça, comme je vous disais, les fertilisants carburants ils ont beaucoup augmenté jusqu'à 2010. Après ça, c'était l'augmentation du coût de la machinerie qui nous a affectés. Foin, il n'y a pas de gain d'efficacité. Donc, l'augmentation des coûts qu'on a vus, c'est dans le fond l'augmentation des prix qui est passée directement dans nos coûts de production. Donc, c'est là qu'on arrive à du 73% d'augmentation de coûts sur 20 ans. Alors que notre gain d'efficacité en production de maïs fait que notre augmentation de coût total est moindre. C'est pour ça qu'on a un 42% au lieu d'avoir du 73% à cause de notre gain d'efficacité. C'est ça qu'on a vu. Quelques points de réflexion. Ben, c'est quoi qui explique ça? Je vous ai parlé de la technologie, en partant de la recherche, du transfert jusqu'à l'application dans le champ, qui s'est améliorée. Il y a probablement un enjeu de changement climatique aussi ici qui peut-être affecte plus le foin que ça a affecté l'ensilage de maïs. On sait qu'il y a eu beaucoup de recherches de l'industrie au niveau de la production de maïs. Ça nous amène à ce qu'on aurait besoin d'en faire plus au niveau de la production de foin, puis plus de transfert. Je laisse ça comme une question ouverte. Je pense qu'on a vu beaucoup d'idées d'innovation plus tôt ce matin. Est-ce qu'on a besoin de plus de ça ou de mettre plus l'emphase là-dessus? C'est un point d'interrogation que j'amène. Puis bon, vu qu'il y a une réduction du besoin de main-d'œuvre ou de l'intensité de la main-d'œuvre, bien, ça fait que les dépenses se transfèrent. On a plus de dépenses en approvisionnement et en opération culturelle, moins en main-d'œuvre qui est souvent non rémunérée ou rémunérée avec les retraits. Ça fait plus de factures à payer. Ce matin, on avait un producteur qui nous parlait de cash flow puis de gérer le cash flow. Bien, quand ce transfert-là se fait, c'est un petit peu plus dur sur le cash flow parce qu'on a plus de factures à payer. On peut moins jouer avec les retraits pour éponger un peu les mauvaises années puis se récompenser sur les bonnes. Si on regarde vers le futur, Michel, ta boule de cristal, elle dit quoi quand on parle de coûts de production pour le futur? Bien, si on laisse ça à peu près aller comme ça, d'après moi, on va grimper encore. Là. On va grimper encore? Il va falloir qu'on s'en occupe un petit peu plus. Là. Un petit peu. Y a-t-il des catégories d'intrants, tu penses, qui vont augmenter plus que d'autres? Bien, le 2022, je pense qu'on a, vous le savez, hein? L'engrais, c'est assez incroyable. Le carburant, on vient de le voir, et vous le subissez nécessairement. Les frais de semences toute la partie approvisionnement va vraiment grimper. Là. Ça, c'est clair. On le sait, ça se fait là. Ouais. Maintenant, comment ça va se répercuter sur le coût de production? C'est sûr qu'on va le grimper, mais on peut agir. On peut agir. C'est là, je te passe le POC. Moi, j'ai parlé de rendement, j'ai parlé de coût de production, j'ai regardé en arrière. Je veux que tu nous amènes à regarder en avant. Puis, en premier lieu, qualité de fourrage, on n'en a pas parlé. Je sais que c'est important pour plusieurs, entre autres les producteurs laitiers. Écoute, là, je trouve ça un petit peu plate ta question, là, parce que est-ce que ça coûte vraiment plus cher de produire des fourrages de qualité? Tu me mets ça raide en partant. C'est pas simple à répondre, honnêtement. Parce que c'est quoi qu'on vise? C'est top qualité. Donc, on veut mettre, exemple, la luzerne qui coûte vraiment cher. On veut les faucher excessivement tôt. Mais en réalité, c'est pas ça qu'il faut faire. En réalité, c'est vraiment d'estimer le réel besoin de votre qualité chez vous. Si vous êtes dans le bœuf, il y a un niveau de qualité que vous avez besoin. Si vous êtes dans le lait, on a besoin d'une certaine qualité pour les vaches en lait, les tares, puis les vaches terries. Mettons, c'est
les 3 grosses catégories. Vous déterminez la quantité de chacune des catégories et on va se rendre compte qu'on n'a pas besoin de la top qualité, puis on n'en veut pas du médiocre. Dans le fond, c'est au milieu. Mhm. C'est au milieu qu'on a réellement besoin. C'est comme ça qu'il faut essayer si je vais trop jeune, je le sais que je vais perdre du rendement, ça c'est clair. Si je fais trop de coupes de foin ou que je fais mes rotations beaucoup plus courtes, c'est clair que mon rendement va réduire un petit peu. Mais je n'ai pas besoin, dans la majorité des cas, de faire ça. Donc, je veux effectivement grimper un petit peu mon rendement, mais puis je vais garder ma qualité. Puis la qualité, bien, vous le savez qu'il y a 3-4 endroits majeurs. Bon, le stade de coupe, qu'on peut vraiment jouer sur la qualité. La composition botanique, j'ai tout de la luzerne, du trèfle, du mille, brome, dactyle. Là-dessus, je peux venir jouer. Mes rotations de culture, évidemment, si j'ai des rotations très, très longues, c'est clair que ma qualité puis mon rendement va diminuer. Puis, évidemment, la fertilisation a un impact. Donc, il faut jouer un petit peu avec ça. Maintenant, l'autre élément qui nous a... dans lequel on peut venir jouer, on dit « Ouais, ben là, Michel, écoute, OK, c'est correct, pas trop jeune, mais pas trop tard. » Ça veut dire qu'il faut que je fasse mes foins d'une journée. C'est pas nécessairement ça. Et là, on va parler de planification des chantiers de récolte. Ce qu'on vise, c'est une qualité optimale versus maximale. C'est entre les deux qu'on veut. Et ça ne se fait pas juste en une coupe. Souvent, sur 2 coupes de foin, une coupe de foin, c'est quoi? Bien, c'est une fenêtre de 2 ou 3 jours. En ensilage, on veut peut-être 2 jours, puis un petit peu plus sec, 3 jours. Ça, c'est une fenêtre, donc une période de coupe. Évidemment, tout se passe en juin, là. Donc, notre première fenêtre, il faut que j'atteigne, si je suis capable de le faire en 2 coupes, 3 coupes maximum, je vais être à l'optimum sur ma qualité et nécessairement à l'optimum où je vais augmenter un petit peu, je vais être capable d'augmenter mon rendement. On va en reparler un petit peu plus loin de ça. OK, comment réduire les coûts? Là, on parlait de qualité, mais là, on va parler de réduction des coûts comme 2 endroits. Comme tu as mentionné, Simon, c'est intéressant qu'on ait beaucoup de recherche où on a vraiment l'information qui nous dit « Hop, vous l'avez vu dans le maïs ensilage, un peu plus de rendement, ça vaut vraiment la peine. » Puis je l'ai observé depuis tout le temps. Quand les rendements sont un peu meilleurs, on réduit notre coût de production. Bon, bien, puis ça, c'est pas à tout prix. Ce que j'ai vu, j'ai un exemple d'un producteur que lui avait, écoute, en 92, on recule, là. Ça ne me rajeunit pas, finalement. Tu as le droit de rire, Simon. Ça, c'est chiant, ça. Je me donne pas de chance, pas à tout. En 92, il y avait 3 tonnes à l'hectare de rendement. Ils ont formé un club encadrement technique. Puis, c'est un groupe de producteurs qui a suivi des formations, qui ont amélioré leurs choses. Puis lui, de 92 à 2006, il est passé de 3 tonnes à 6 tonnes à l'hectare. Ouais. Puis là, le coût, là, je checkais avant de la présentation, son coût de production était à 225 en 92, la tonne. Puis en 2006, il était à 150. Fait que sans tenir compte de l'indexation, là. Fait que là, en réalité, son coût... Fait que là, lui, il a fait un pas important, mais ça a pris de la formation et aussi ce que j'appelle un plan global d'intervention dans vos champs. On ne fait pas ça tout seul. Faites pas ça tout seul. Là. On a mis les ressources en dessous. Ça prend des gens autour de vous autres, les producteurs, pour amener ça à un autre niveau. Je vous donne un exemple bien concret. Vous avez 2 choix pour améliorer vos rendements. J'ai un champ qui a 10 tas de roches, de 10 acres. Je vais clairer ça. Je vais clairer les tas de roches, puis je vais faire un beau champ de 10 acres. Ça a un coût qui est assez énorme versus mon très beau champ de 30 acres. Bien, c'est peut-être lui qu'il y a un meilleur potentiel de rendement, peut-être parce qu'un ajustement en chaulage ou en compaction ou en rotation. C'est lui qui sera vraiment le plus pertinent à court terme, qui va me donner le meilleur rendement. Mais ça, c'est de cette façon-là qu'on serait capable de venir jouer sur l'amélioration des rendements. La deuxième chose, je sais que tu mets beaucoup d'emphase sur la planification de la machinerie. Hein? Comment on a besoin. Puis quand tu parleras de qualité, là, si tu nous emmenais vers là, ta fenêtre
ta fenêtre de coupe, puis comment planifier ta machinerie. Oui, bien, justement, avec l'Actanet, on a donné des formations dans le passé sur un petit peu partout au Québec. On a travaillé vraiment beaucoup là-dessus, sur la planification des chantiers de récolte. Et ce qu'on observe, c'est que c'est vraiment votre fenêtre d'exécution des travaux. C'est là qu'on doit travailler. Puis là, je vais vous montrer un petit peu comment on pourrait réduire nos coûts de production tout en conservant cette fenêtre d'exécution-là des travaux. Peut-être tout de suite passer à... Je vais vous donner un exemple bien concret. Je vois le temps un petit peu passer. Là. On est correct, là. Évidemment, la première chose qu'on doit faire, c'est votre coût de production à vous et de combien chez vous. Puis votre parc de machinerie, tu sais, Simon, tu l'as bien expliqué, c'est juste la partie amortissement, intérêt, entretien, c'est 30 de votre coût de production. Juste là. Donc, je vais vous parler un petit peu de la possession. On est rendu que des presses à... Bon, tu parlais d'inflation. Presse à balles rondes, là, 10 ans, on payait ça 30 000. Là, on est rendu minimalement à 60 puis même à 90 000. Je vais vous donner un exemple d'une presse à 60 000. Deux situations. Une situation A, on fait 1000 balles par année. Puis ce producteur-là, lui, il va décider, je vais acheter une presse à 60 000, mais je la garde pendant 10 ans. Ce qui est je vais étirer un peu mon temps, ce qui fait logique. Le producteur B, lui, il fait 3000 balles par année. Avec lui, ce qu'il s'est dit, moi, je vais la garder, je m'en achète une de 60 000, je la garde 5 ans, puis dans 5 ans, je la change. Fait qu'on s'entend, c'est que, oups, OK, lui, il renouvelle plus vite. Regardez la différence de coût. Le producteur A, lui, ça va juste pour la presse. Je ne compte pas le filet, je ne compte pas le tracteur, je ne compte pas de main-d'œuvre. Ça va lui revenir à 6,44 la balle. Là, je vais vous faire grâce de tous les calculs. C'est vraiment un calcul de gestion en tenant compte de la valeur résiduelle. Puis lui, ce producteur A, juste pour la presse, c'est 21 piastres la tonne. C'était excessivement cher. Le producteur B, lui, même s'il va avoir, sur la même période de 10 ans, il va avoir eu 2 presses, mais sur le volume, il est à moitié moins cher, 3,50 la balle ou 11,50 la tonne. Le défi, c'est vraiment d'utiliser dans la fenêtre. Ouais. Moi, ça me parle beaucoup ce que tu dis parce que ce qu'on appelle le roulement de l'actif là, en finance, c'est important pour s'assurer une bonne rentabilité. Puis pour moi, c'est de ça que tu me parles. Il ne faut pas que j'aille des actifs, un 60 000 que j'ai investi, il ne faut pas qu'il dorme là. Il faut que je le rende productif le plus possible. Puis ça, ça devrait nous aider autant dans le cash flow que dans notre rentabilité. C'est l'élément majeur. Puis là, je sais, les producteurs qui disent toi, ça paraît que c'est pas toi qui fais les foins, là. Je sais. C'est vrai, on est un peu de bureau, là, mais bon. Mais pour l'avoir expérimenté, on va regarder ça bien froidement. Le producteur A, lui, pour faire ses 1000 balles par année, c'est 34 heures d'utilisation de sa presse dans l'année. L'autre, c'est 100 heures. Fait à 34 heures, une machinerie neuve, je ne peux jamais rentabiliser ça. C'est impossible. Je ne fais pas assez de temps. Le producteur B, à 3000 balles, on se dit « Ouais, mais il n'y aura pas de foin de qualité. » Si on regarde, je l'ai vraiment analysé dans sa fenêtre d'exécution des travaux, il pourrait en faire 5000. Okay. Je n'ai pas été excessif, là. Mais à 5000 balles, si je regarde le temps et la fenêtre d'exécution, je rentre dedans à peu près 8 années sur 10, là. Tu t'es gardé une marge de manœuvre. Absolument. Parce qu'on sait, là, les intempéries, la météo, on ne sait pas exactement les fenêtres de temps qu'on va avoir, mais ton 3000, c'est pas excessif. Là. On ne sait pas à côté dans les limites. Non, c'est pas théorique, parce que c'est réel dans ce que je vois chez des producteurs qui font ça, là. Si on ne le fait pas tout seul, on peut le faire à 2 ou à 3. En tout cas, je vais vous en reparler un petit peu plus loin. Mais c'est juste pour vous dire, on a des bonnes machines, on ne les optimise pas. Je ne vais pas au maximal de la capacité, là. Je reste vraiment dans ma fenêtre d'exécution de travaux. Okay. Un autre exemple d'utilisation de machinerie, ça ne s'applique pas chez vous, là. Ça, j'ai entendu parler de ça ailleurs. Un petit exemple, ça, dans mes chantiers de récolte, producteur, j'ai 200 acres à faucher. Souvent, ça ressemble à ça, là, sur des volumes, là. Puis j'ai une faucheuse de 10 pieds, ça me prend 26 heures. Fait que le producteur, Michel, ton affaire, ça ne marche pas. Fait que je vais m'acheter une frontale latérale pour faucher à 22 pieds de large. Ça va me prendre juste 14 heures. Là, ça va marcher mon chantier de récolte. Et puis,
Ben, quand tu me dis ça, je dis ouais, ça fait du sens. Après ça, je regarde, ben, on va checker ton besoin avant. Ben, ton 200 arcs, c'est-tu 1, 2 ou 3 fenêtres de fauche que tu veux faire ça? Ben, 2 fenêtres de fauche. Bon, OK. Fait que si je prends 2 fenêtres de fauche, ta faucheuse de 10 pieds, c'est 13 heures par fauche. 13 heures, c'est un problème? Ben, je pense pas, moi. On est encore toujours à... Il fait même pas noir. En juin, 13 heures, il fait clair. Donc, on n'a vraiment pas un problème dans notre fenêtre. C'est clair que c'est facile à réaliser. Ça se fait. Fait qu'il faut faire attention parce que là, on pense qu'on en a besoin, mais c'est pas vrai. C'est juste une meilleure organisation. Évidemment, ça prend plus de temps, mais quand on l'organise bien, il n'y a aucun problème, puis on est vraiment dans notre fenêtre. Ça en revient à l'utilisation plus intensive de nos investissements. Absolument, oui. Puis le problème qu'on va créer, c'est que ta faucheuse de 10 pieds, ton tracteur de 100 forces, il est en masse fort. Mais là, si tu changes, ça va te prendre un tracteur de 150 forces. Là, ça, on l'oublie. OK? Fait que là, et là, on embarque dans un cercle vicieux. Okay. Là, le problème, c'est ouais, ben moi, j'ai pas de volume. Ben, écoute, si vous n'avez pas de volume, l'Accuma, ben, plusieurs connaissent ça, là. Utilisez ça. Ça, c'est un véhicule pour vraiment... si vous faites juste 1000 balles, vous voulez en faire 3000, mettez-vous 3. Puis à 3, ça va être la même affaire. On va être capable d'arriver dans notre tête, je vous le garantis. C'est une formule super intéressante pour regrouper. On peut louer des machines, pas location option d'achat. Ça, c'est comme un achat. J'appelle vraiment louer une machine, utiliser du forfaitaire ou, dans certains cas, écoutons, je suis un petit peu habile en réparation, je peux vraiment acheter de l'usager. L'usager, pour vraiment réduire, au lieu de mon 60 000, ma première balle ronde, venir la couper vraiment plus basse pour arriver dans mon coût que je veux obtenir. En conclusion, c'est ça, je vous ai dressé le portrait un peu. Fait qu'on sait qu'on a une production qui est un peu moins intensive en main-d'œuvre, mais on a dépensé ça sur d'autres intrants. Foin, pas de gain d'efficacité. Je pense que c'est un des gros. Fait que c'est sûr que notre maïs en silage devient relativement plus intéressant. Je pense que nous, on l'a vu avec nos producteurs. C'est ce que j'entends du champ, puis j'imagine que c'est ce que tu vois aussi. Puis, il y a probablement un effet des changements climatiques ici, entre ces deux cultures-là. Puis c'est sûr que, comme on l'a dit, c'est sûr qu'il y a une augmentation des coûts à prévoir pour les prochaines années. Ça, on n'a pas de contrôle sur cette inflation-là, mais ça peut nous donner une meilleure raison pour travailler sur les aspects qu'on contrôle. Comme Michel l'a dit, notre planification, notre gestion, puis rationaliser un peu, justifier un peu tous les investissements qu'on fait au niveau de la production des fourrages. Au niveau de l'industrie, je ne parle pas au niveau du producteur, mais on a besoin d'un peu plus de recherche. Dans les autres conférences aujourd'hui, on parlait d'irrigation. Je trouve ça super intéressant. Au Québec, on parle d'irrigation des fourrages. Jamais on n'aurait pensé ça, là. Oui, au niveau de la recherche sur peut-être l'irrigation, on a besoin d'un peu plus de recherche et de transfert de connaissances pour venir améliorer les rendements. C'est une place qu'on a de la place encore. Solution à la ferme, on a parlé, la planification, l'optimisation des équipements. Prenez un peu de recul, analysez-le. Ce que Simon vous a présenté, c'est des coûts de production réels chez des producteurs. Chaque producteur des 300 ou des 600 fermes, ils ont leur coût de production réel chez eux. Donc ça, on peut se servir de ça. En connaissant ça, on va pouvoir agir soit sur le rendement, soit sur contrôler un petit peu plus notre parc de machinerie. Les objectifs, ça prend des objectifs qui sont, j'appelle ça SMART, spécifiques, mesurables, accessibles, qui ne sont pas reliés à l'émotion. Oui. mais là où ça se relie à l'émotion, comme tu le mets là, c'est sur la motivation. Quand on est capable de voir le chiffre, la progression qu'on fait ou ce qu'on va aller chercher, bien, souvent, c'est là qu'on peut se motiver puis motiver notre équipe au complet.